Le 28 octobre 1492, Christophe Colomb débarque à Cuba. Il pensera toujours, après plusieurs voyages et jusqu'à sa mort en 1506, avoir abordé l'Asie. C'est le conquistador Diego Velázquez de Cuéllar qui fonda la ville de La Havane. En 1519, son lieu actuel sera choisi en raison de la qualité de sa baie, favorable au commerce dans le Nouveau Monde. Mais au XVIe siècle, la ville était vulnérable aux attaques des boucaniers ainsi que les bateaux espagnols, continuellement attaqués par les pirates, ce qui amènera la couronne espagnole à regrouper à La Havane ses navires en convoi, plus aisés à protéger et à doter la ville d'ouvrages de protection efficaces. Les conditions du développement de La Havane étaient réunies, et jusqu'au XIXe siècle, l'ère de l'esclavage et de l'enrichissement des planteurs pouvait se développer. Mais en 1868 commence une guerre de libération. Organisée par José Martí, écrivain patriote, contre l'esclavage et la colonisation espagnole, elle aboutira en 1899, mais avec le soutien du président William McKinley, qui transformera Cuba en dominion des États-Unis. À l'écart de la prohibition naissent des casinos et des lieux du luxe, et quand Fulgencio Batista prend le pouvoir en 1933, c'est aussi la mafia qui s'installe. Avec Che Guevara, Fidel Castro va vaincre Batista en 1959, instaurer sa dictature communiste et chasser les Américains, qui vont répondre en instaurant un embargo implacable. Toujours en vigueur, alors que Raúl Castro, qui a succédé depuis 2006 à son frère malade, accepte un peu de libéralisme. Cet hôtel Mercure Sevilla, l'un des palaces de La Havane qui a été acquis et qui est géré maintenant par le groupe français, il accueille aujourd'hui des touristes et c'est un séjour très agréable qui nous attend. Avant la Révolution, il s'appelait Sevilla Biltmore. Il appartenait et était dirigé par la mafia. Et c'était le pilier des jeux de hasard illégaux. Des balcons circulaires autour d'un curieux puits central qui se développe sur 9 étages nous permettent d'accéder aux chambres. Elles sont lumineuses, avec de beaux meubles coloniaux. Mais les meubles coloniaux, c'est au 9e étage qu'ils sont les plus beaux, sous le plafond andalou du salon qui permet d'accéder au restaurant. Et le restaurant, il est remarquable. Pas seulement pour les multiples mets appétissants proposés, l'hôtel est français, mais surtout pour son décor magnifique, pour l'harmonie originale de ses couleurs, et notamment celle du plafond, remarquablement restauré, pour l'ambiance agréable, créée par les notes joyeuses que nous délivre le pianiste, et enfin, pour les panoramas magnifiques qu'il révèle au balcon de toutes ses fenêtres. Le quartier central du Capitole, la large avenue du Paseo Martí avec ses arbres et son esplanade centrale. Et au loin, le fort Morro et l'entrée du port. Le port. Voici ce que l'on peut y voir aujourd'hui. Son trafic a pratiquement disparu en raison du terrible embargo américain. Les derniers grands bateaux qui s'y sont amarrés sont ceux du temps de la collaboration soviétique. Et au bord de ce quai, dans cet immense hall métallique, ce que l'on voit, c'est un nombre incalculable de minuscules stands où des babioles sans valeur sont proposées à de rares touristes par des Cubains qui tentent d'améliorer leurs misérables revenus grâce à la petite autorisation de commerce personnel accordée par Raúl Castro. En sortant, nous sommes dans la vieille Havane, environnés par des taxis, beaucoup de voitures des années 50 qui rejoignent le quartier privilégié des touristes.
Nous commençons notre visite par la place d'Armes. C'était autrefois la place principale, le lieu du pouvoir. Mais maintenant, c'est un marché aux livres. Et avec eux, c'est la Révolution qui est présente. La place de la cathédrale, bâtiment de style baroque édifié au XVIIIe siècle, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est sans doute le plus beau site du quartier de la Vieille Havane. Après, la place Saint-François d'Assise, c'est au cœur des ruelles que nous pénétrons. Dans celle-ci, c'est ce couple de chanteurs bien modestes qui nous arrête. Et dans celle-là, cette insolite boutique d'un boucher, dans un quartier où seules les boutiques de souvenirs pour touristes semblaient avoir leur place. Dans la vieille Havane, la Habana Vieja, beaucoup de ruelles sont maintenant bien belles, bien restaurées. Mais si l'on emprunte celles qui vont nous ramener vers le centre-ville, peu à peu le spectacle change et celui de la vie des Cubains devient plus riche et plus attachant. Maintenant, nous venons de rejoindre l'avenue qui ferme le nord de la place centrale, tout près du monumental Capitole. Une grande précarité cubaine se montre à nous. Ici, l'inactivité côtoie de petits commerces misérables, dans une absence de propreté, une atmosphère malodorante et un grand délabrement de l'environnement. Un arbre et de la végétation incrustent un bâtiment inhabité. Encore plus étonnant, la carcasse de cet autre immeuble est totalement recouverte au carrefour d'une rue voisine, qui est pourtant de belle apparence. Une rue où l'on rencontre, en la suivant, dans l'ombre d'un immeuble, de charmantes petites filles qui semblent bien expérimentées pour le tir à la carabine. Tout proche, voici devant nous le Capitole. Au bout de la rue, lorsque l'on atteint la place, cet immeuble vert est vraiment très mal en point. Et pourtant, nous sommes au cœur de la Havane. C'est d'ici que partent les autobus, dans lesquels trouver une place ne semble pas chose aisée. Le Capitole, construit en 1929, est une réplique exacte de celui de Washington. Avant la Révolution, c'était le siège du gouvernement. Il est actuellement en cours de restauration. Et un résident français de Cuba, auquel j'évoquais les échafaudages qui le hérissent actuellement, m'a dit, peut-être avec humour, si vous revenez dans 10 ans, vous verrez, ils y seront encore. Juste à côté du Capitole est implanté le Grand Théâtre, réputé pour ses spectacles de ballet. C'est un superbe bâtiment construit en 1838, mais rénové dans le style néo-baroque des années 1900 et orné des sculptures de l'italien Giuseppe Moretti. Face au Grand Théâtre, en traversant la place, c'est un autre bâtiment que l'on peut voir. Il est sans doute en sommeil car les paupières de toutes ses fenêtres sont bizarrement closes. Son architecture est pourtant magnifique. Tout comme ces voitures rutilantes des années 50, aux formes voluptueuses qui stationnent à ses pieds, qui sont des taxis. Le quartier central, un lieu différent est ouvert aux touristes. D'un autre côté de la place, une petite rue visiblement très commerçante, propre et animée nous invite. Deux monnaies se dépensent à Cuba. Les pesos convertibles, proches du dollar, autrefois strictement réservés aux touristes, malheureusement nécessaires aux Cubains pour l'acquisition de nombreux biens de première nécessité depuis la libération de l'économie.
et le peso cubain de faible valeur, destiné aux misérables salaires et qui permet encore, difficilement, d'obtenir à un coût réduit des produits réglementés, comme le montre cette queue. Des produits dont l'obtention semble apporter le sourire. Et c'est sur ce beau sourire que nous quittons cette rue pour revenir parquet central, là où commence la belle esplanade du Paseo Martí. Aujourd'hui, des artistes peintres sont là. Ils proposent des œuvres aux thèmes très inspirés par Cuba, sans doute pour plaire aux touristes. Mais cette petite dessinatrice, elle est plutôt là pour le plaisir. Comme ces dentelières qui bavardent gaiement. Ou ces sculpteurs, absorbés par leur travail. Quant à cet orateur, il ne s'intéresse qu'aux Cubains, rassemblés devant lui, et qu'il voudrait bien convaincre. Le Paseo Martí, c'est un long terre-plein aménagé pour les promeneurs, avec 2 voies latérales et surtout de très belles maisons, aux façades colorées ou extrêmement ornementées, comme celle-ci. Ou celle-ci. Des maisons construites à l'époque du Cuba de la fortune et de la débauche, mais où la révolution a logé des Cubains pauvres, des Cubains qui ne peuvent pas les entretenir. Et qui les laisseront même se détruire. Délaissé à son extrémité, le Paseo Martí laisse place au graffiti et il nous conduit à l'Atlantique, que l'on rejoint devant ce bâtiment détruit, dont on a étayé depuis longtemps la façade. On peut se demander pourquoi. En quittant le Paseo Martí, nous avons laissé loin derrière nous le Capitole. Et ce large espace sur lequel nous arrivons, occupé par quelques pêcheurs à la ligne, c'est le début du Malecón, un long et épais mur de protection contre la violence de la mer, doublé d'une large route de 8 km. Devant nous, ce policier semble garder l'accès aux rochers qui bordent la mer. Et effectivement, ces jeunes filles qui veulent descendre vont devoir parlementer avec lui avant d'en obtenir l'autorisation. En avançant avec elle le long de la promenade, avec surprise, je vais filmer tardivement la fin d'un curieux comportement à l'allure d'un rituel. Des ablutions, des impositions des mains et elles vont partir. Mais au-dessus, le large mur du Malecón, c'est traditionnellement pour les Cubains le lieu convivial des rencontres, mais un lieu visiblement perturbé par la circulation intensive qui rend périlleux, presque impossible une traversée dépourvue de tout feu rouge. Le long de sa façade continue, le Malecón possède de très belles maisons. On peut en voir un grand nombre très dégradées en raison des intempéries maritimes, sans doute, mais aussi pour leur attribution encore présente à une population dont la misère des murs raconte celle des habitants. Grâce à la participation de l'UNESCO et à la naissance d'entreprises privées désormais autorisées, des restaurations sont programmées, sont en cours ou sont déjà effectuées. Lorsqu'elles restituent des bâtiments aussi magnifiques que celui-ci avec ses cariatides, ou de qualité, comme ceux-là avec leurs couleurs douces, on ne peut que s'en réjouir. Mais lorsque l'on considère les chantiers actuellement en cours, on peut légitimement s'étonner des autres choix ou résultats obtenus.
Pourquoi oublier les bâtiments les plus ouvragés et faire un choix apparemment privilégié pour la réfection et la peinture des maisons simples? Et même très simple. Pourquoi une répartition désordonnée? Et pourquoi des couleurs aussi violentes? Alors laissons le Malacone à son destin, car le moment est venu de nous éloigner de la Havane pour aller vers d'autres villes de Cuba. Nous nous dirigeons maintenant vers l'ouest de l'île, vers une province et une ville du même nom, Pinar del Rio. Après 150 km sur l'autopista, une autoroute totalement déserte, Pinar del Rio est une ville bien différente de Cuba, avec ses 130 000 habitants et toutes ses maisons basses à colonnades joliment colorées. Nous sommes en province, et pour la province humide et fertile de Pinar del Rio, comme pour la ville, une image s'impose, celle du tabac, pour sa culture et pour la fabrication des cigares, les célèbres cigares Cohiba. C'est la fabrication complète d'un cigare, avec des feuilles de tabac différentes, harmonieusement sélectionnées et rassemblées, qui est maintenant commentée devant nous, en français, par un Cubain, sur le site d'une plantation de tabac. C'est bien pressé. Et après, comme je te dis, un bon cigare est dur. Le papier est pour princer. Pour extraire le 60% de la humidité. Ça c'est la cape, la feuille de l'extérieur. Ça c'est une colle végétale. C'est importé du Canada. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sazon.
son tragediadores. Son tragediadores. Oh, t'as vu ça, quoi, il a fait? C'est raffiné. Oui. Ça demande beaucoup de temps pour faire... Ça, c'est un cigare de robusto. La même que ça. Il n'y a plus de tabac où nous sommes. Il a été récolté et suspendu comme ici. Il sèche dans des constructions traditionnelles, fort nombreuses dans la province, comme celle-ci que nous avons vue en accédant au promontoire qui domine le magnifique paysage de la vallée de Vinalès. Ces montagnes plates aux formes exceptionnelles, couvertes de végétation, créées par l'érosion du calcaire, on ne les rencontre qu'en Chine, au Vietnam et au Laos. Et ici, à Cuba, c'est un site protégé du village de Vinalès où nous nous rendons. Vinalès possède une station-service, un équipement bien rare à Cuba. Mais à Vinalès, le spectacle que l'on peut voir reste proche de celui d'autrefois, avec la présence de ces bœufs, toujours utilisés pour la culture, et que l'on rencontre en attelage, traversant à tout moment le village. À Vinalès, il n'y a qu'une seule rue. Toutes les maisons sont basses, avec des couleurs gaies et des colonnettes, et c'est dans la rue que l'on achète des ananas. Les chars à bœufs ne résolvent pas le transport des personnes, car les moyens de rejoindre les villes et les villages sont dérisoires à Cuba. Seul remède, ici comme partout dans l'île, c'est l'autostop, qui rassemble les Cubains au départ de cette route provinciale, en direction de notre hôtel. Le transport public, voilà celui que nous avons vu, à l'arrêt, justement devant notre hôtel, un lieu où des Cubains se rendent, en acceptant ce véhicule confiné et pour nous incroyable, car ils y trouvent de petites actions thermales, et c'est tout simplement un cadre agréable pour leurs loisirs. Nous aussi, nous avons aimé ce lieu dans la montagne. Le Rancho San Vicente qui offre, au-delà de son petit pont, à l'écart de la piscine, l'environnement d'une magnifique végétation tropicale. Et pour nous, au départ du ravissant chalet qui nous accueille, ce sont des excursions au nord de la province qui sont possibles. Cette route est convenablement carrossable. Les autostoppeurs n'y sont pas absents, mais les voitures, elles, sont rares. Sur cet itinéraire, on peut y rencontrer des cochons, un étonnant attelage qui n'a même plus de roues, et aussi ce joli ensemble agricole qui n'évoque pas la misère, trop souvent présente à Cuba. Mais ce jour-là, le prolongement de notre itinéraire pour la découverte de la mer nous entraîne dans un interminable parcours sur une route totalement dégradée. Et nous ne trouverons pas la mer. Autre situation, une de ces averses locales et torrentielles rencontrées sur cet autre itinéraire, comme presque tous les soirs dans cette région.
et qui nous suggère une prudente attente sur le bord de la route. La visibilité s'améliore. Nous allons pouvoir poursuivre notre route et nous arrêter ici, dans ce village de Palma qui a été épargné par la pluie, pour y découvrir une authentique animation locale. Dans cette brouette, ce sont des racines de manioc qui sont proposées aux acheteurs. Parmi les habitudes des Cubains, il y a indiscutablement ce goût général pour l'usage des fauteuils à bascule. Nous les voyons ici, utilisés pour un bercement interminable, comme nous les avons vus en grand nombre sur les terrasses villageoises. Au pied des maisons, une petite rivière au talus verdoyant qui longe le village avec ses rives et son chemin bordé d'arbres, palmiers, bananiers, passe sous le pont que nous traversons. Devant nous, des tentatives infructueuses d'un inévitable autostoppeur, puis, à notre gauche, nous pénétrons dans la longue rue qui suit la rivière. Les gens parlent, se promènent, aiment bien les oignons. On côtoie la rivière dont on approche ici les eaux limoneuses. Une habituelle voiture des années 50 attend quelqu'un. Sur les trottoirs, comme dans les maisons à colonnettes ou à grilles, la vie est présente. Ce tracteur transporte peut-être des autostoppeurs, à moins que ce ne soit des ouvriers agricoles. Et des voitures anciennes ou plus récentes stationnent le long du trottoir. Pour l'une d'elles, l'éventualité d'une réparation astucieuse et difficile, dont les Cubains sont champions, rassemble des observateurs. Maintenant, la dernière maison du village de Palma, avec son escalier à balustrade qui plonge vers la rivière, est dépassée. Nous pouvons reprendre la route vers notre destination. Nous voici à Cayo Levisa, un nom choisi sur l'Atlantique, mais ici, pas de village, pas de pêcheurs, quelques voitures à côté d'une buvette. Et seulement après avoir arpenté une longue et incertaine jetée de bois, le bateau rouillé qui assure périodiquement le transport vers l'île de Cayo Levisa. À droite, comme à gauche de la jetée, ce sont les palétuviers d'une mangrove que l'on peut voir. Et leurs racines qui tapissent le fond de l'eau. Nous ne verrons rien d'autre. Cayo Levisa sera notre dernière excursion dans la province de Pinar del Rio. Et après une étape à La Havane, c'est maintenant le centre de Cuba que nous rejoignons. Encore 350 km d'une autopista toujours déserte à parcourir, et voici la ville de Cienfuegos. Nous arrivons sur la très belle place centrale, Parque Martí, un nom habituel de tous les lieux importants à Cuba. Il fait chaud.
Notre première initiative nous désaltérait à la terrasse d'un bar de la place. Au comptoir, un Français qui vit ici depuis une dizaine d'années me commente avec humour l'évolution désordonnée d'un pays où désormais tout peut être vendu ou acheté, et la vie des Cubains, toujours prêts à rendre service mais astucieux, rusés pour subsister. Les belles constructions datent toutes du 19e ou du début du 20e siècle. Avec son curieux escalier en spirale, celle-ci était autrefois la demeure d'un riche Catalan. En poursuivant le tour de la place, après un arc de triomphe, voici le théâtre, construit par un Vénézuélien enrichi par le sucre et les esclaves. La cathédrale de l'Immaculée Conception a été, elle, construite dès 1819. Et parmi les nombreuses voitures stationnées à proximité, c'est ma voiture, a dit fièrement, en s'y asseyant, le conducteur de cette voiture jaune, le Français, rencontré au bar. Dans le prolongement du quartier historique, c'est une artère piétonne que l'on peut atteindre. Cette rue, bordée de boutiques chères, que les Cubains appellent El Boulevard, est un lieu de promenade affectionné par cette population jeune que nous pouvons voir. Après notre parcours dans cette agréable rue de Cienfuegos, la ville industrielle et plutôt prospère de Cuba, c'est Trinidad, la ville réputée touristique que nous allons rejoindre. Mais ici, ils sont plutôt misérables, ces stands interminablement accolés, que nous voyons se succéder dans une ruelle, une place, avant de se poursuivre à la suite dans une autre ruelle encore, et qu'il nous faut arpenter pour atteindre le quartier historique. Ici, une foule de Cubains, en utilisant le nouveau droit commercial accordé par Raúl Castro, tente de gagner quelques cucs, la monnaie forte des touristes, en leur proposant des babioles. Lorsque l'espace historique est devant nous, on est étonné du peu d'animation que l'on y rencontre. On peut comprendre très vite que la vie à Trinidad maintenant, elle s'est totalement convertie au tourisme. Alors, tous ceux qui aimaient la ville, et particulièrement les Canadiens tout proches, ils ne viennent plus, nous a-t-on dit. Mais le lieu est beau, et c'est toujours l'image harmonieuse d'un Cuba traditionnel que nous allons pouvoir admirer. Dans les ruelles adjacentes, la vie des Cubains, elle n'existe plus. Partout, on espère vendre quelque chose à des touristes bien rares. C'est sans doute pour eux que l'on peut voir quelques Cubains et surtout des écoliers en uniforme, dont l'école doit se trouver dans l'une de ces ruelles dont nous provient le son d'un orchestre. Un orchestre bien ignoré, au pied du clocher du couvent franciscain. L'école, la voici, devant le paysage des montagnes plantées de caféiers.
Nous atteignons maintenant les ruelles les plus hautes du quartier, encore plus vides, avec un peu de vie témoignée par quelques voix, quelques sons musicaux qui s'échappent et ces chevaux que l'on aperçoit. Nous sommes revenus près de la place historique. Un Cubain veut vendre son pain. Un dernier regard vers cette rue pour le charme de ces maisons équipées de grilles colorées et originales, si nombreuses à Cuba, pour quitter la ville historique, invité par cette rue qui plonge au loin et nous appelle vers un autre site, Ingenios. Des vendeuses sont là et elles proposent avec insistance du linge qu'elles ont fabriqué ou décoré et dont elles sont fières. Nous sommes sollicités mais pas intéressés. Le lieu de ce commerce est celui où se trouve la tour de l'hacienda Manacas Iznaga que nous voulons voir. Avec ses 44 mètres de haut et ses 7 étages, cette tour avait été construite pour surveiller le travail des esclaves dans les plantations de canne à sucre environnantes. La plaine d'Ingenios que domine la tour et qui se déploie devant nous, en un point de vue voisin, elle explique la richesse de Trinidad. Par exemple, en 1827, 56 exploitations sucrières y produisaient plus de 7000 tonnes de sucre par an. Nous laissons cette tour derrière nous et cette plaine loin d'être cultivée comme autrefois pour continuer jusqu'à Sancti Spiritus. La cathédrale n'est pas remarquable, mais c'est sans doute l'évolution révolutionnaire qui explique son délabrement étonnant dans une ville qui s'appelle Sancti Spiritus. La rue qui la précède, avec ses maisons alignées et ses nombreuses grilles, nous évoque par contre un peu Trinidad. Elle est beaucoup moins belle, mais elle est vraie et vivante, et nous la parcourons avec plaisir. Ici, nous pénétrons dans une rue piétonne. Elle n'est pas aussi importante que celle de Cienfuegos. Mais il est probable qu'à une heure moins tardive, et quand l'atmosphère n'est pas pluvieuse, que la promenade y soit également agréable. Au bout de la rue, voici la place centrale, dont nous aurons le temps de faire le tour avant que la pluie ne revienne. Nous pouvons constater qu'ici, les bâtiments ont tous belle allure. Mais aussi que comme partout à Cuba, à Sancti Spiritus, devant cette jolie colonnade, c'est un grand nombre de Cubains qui sont contraints à attendre peut-être un autobus ou plutôt une place dans la voiture d'un conducteur bienveillant. Casilda, village où aboutit ce tram, est proche de Trinidad. Avec ses maisons disparates, il ne ressemble pas aux villages agricoles. Mais comme partout, on y voit les parapluies adoptés en protection des averses comme du soleil. Des écoliers ou des écolières en uniforme. Des habitants installés sur leurs terrasses et qui aiment la chaise à bascule. Et aussi des ouvriers avec leurs propres moyens de transport. Mais comme la mer est toute proche, on y trouvera aussi des pêcheurs. Justement, Vladimir, un Cubain de Casilda, autostoppeur que nous avons transporté alors que nous étions perdus pour atteindre Trinidad, nous conseille de dîner chez un pêcheur. Il nous commente ici des squelettes de coraux sur la plage payante du club des plongeurs où il nous a amenés. Et l'autre c'est corail de fou. Corail de fou. T'as vu du corail noir, toi? Voilà, corail fou. Ça pique. Quand il le touche, c'est comme l'électricité. Mais c'est pas la roche, c'est les plantes qui viennent. Sur cette route de terre de Casilda se trouve la maison du pêcheur qui nous attend. Devant cette jolie grille, nous sommes arrivés. Le lieu d'accueil est agréable et les mets appétissants et abondants. Donc, du vin espagnol, pas cubain. Du vin en supplément facturé 10 fois son prix. Une mauvaise surprise des astuces cubaines que nous n'avions pas prévues.
Camarón. des, Chili. des avocats, Aguacate, tomato, des pepino. concombres. Tout près de Casilda, l'hôtel Brisas Trinidad del Mar nous fait oublier cette déconvenue. Le sable blanc, il est là, la mer aussi. Et c'est avec l'image de cette grande plage à notre disposition et de cette mer agréable que se terminera l'évocation de nos souvenirs à Cuba en 2013.